Salut les affiliés, aujourd'hui on fait un point sur tout ce qui est retest, inversion de polarité, psychologie d'un retest, voilà toutes ces choses là. Comment est-ce que je dois prendre la cassure finalement d'une résistance. Et là on a un petit peu un cas d'école un petit peu sympa, donc du coup j'en profite pour faire cette vidéo. On fera pas d'alt aujourd'hui, du coup on fera vraiment que de la partie tuto, enfin ma manière de voir les choses en ce qui concerne tout ça. Allez, intro. Alors, donc du coup, l'idée d'une cassure de résistance et retest, etc., toutes ces choses-là me paraissaient intéressantes à regarder aujourd'hui. Pourquoi ça? Parce qu'on sait qu'on a un petit peu de liquidité là-dessous. D'accord, donc ça c'est intéressant, c'est un point intéressant, et même on en a un tout petit peu là-dessous, elle date un petit peu, mais elle est là. Et puis en même temps, on sait qu'on a une belle figure chartiste, à savoir cette épaule, tête épaule inversée ici. Je vous parle souvent des SFP, c'est-à-dire les swing failure patterns. Sous-entendu, j'ai une belle figure chartiste, mais finalement, en fait, je retraverse au moment où j'éclate ici cette résistance. L'inversion de polarité ne se fait pas. D'accord, c'est-à-dire le prix était venu chercher quelque chose au-dessus. Alors là, je vous montre ça. Il faudra aller chercher. On va le faire d'ailleurs dans les time frames 5 minutes. Où est-ce que le niveau peut éventuellement rejeter. Et puis donc dans les petites time frames, hein, parce que ça, je vous l'explique souvent aussi. On a ici des niveaux qui sont plutôt sur ce point-là. Des niveaux de grosses time frame, vous le voyez ici avec le 4 heures en orange et le daily en rouge, et nous on va essayer d'aller chercher des endroits où vraiment en 5 minutes le prix peut nous donner un rejet. Pourquoi? Parce qu'en 5 minutes on peut faire peu de choses, donc ça me permettra d'avoir un point d'entrée, on va dire, et une invalidation aussi, hein, qui sont relativement serrés, donc ça me permettra de jouer du levier éventuellement si je veux le faire, ou en tout cas, même si je suis sur du levier faible, finalement de prendre un risque qui va être minimal. Ça sera pour le SFP, c'est-à-dire si on devait avoir un rejet, vers où à peu près on pourrait le faire. Et également, bien évidemment, à l'inverse, quand est-ce que je vais décider que effectivement l'inversion de polarité a fonctionné? Qu'est-ce qu'une inversion de polarité? C'est tout simplement une résistance qui vient à se transformer en support. J'ai commencé à aborder l'idée dans la vidéo publique du jour, tout simplement. Quelle est la psychologie d'une inversion de polarité, donc d'un retest réussi, c'est-à-dire d'une pattern chartiste qui devient une vraie pattern chartiste, qui nous offre un retest, une cassure, hein. C'est finalement que tous ceux qui étaient rentrés short ici sur cette zone-là se sont fait peur sur la montée ici, hein, là-dedans. Et finalement, au moment où on revient à leur break-even, ils sortent. Ça, c'est la première, on va dire, la première équipe qui peut éventuellement faire gagner une inversion de polarité. C'est-à-dire, je sors à break-even sur une position qui était perdante. La deuxième équipe, c'est bien évidemment les traders de retest, hein, ceux qui vont rentrer longue précisément sur ce niveau-là, puisqu'ils attendent un retest pour rentrer, donc on va dire BO, breakout, d'accord. Et derrière, bien évidemment, on va avoir également tous ceux qui sont rentrés longs trop tard, le mouvement était violent, et qui finalement ici se font d'une certaine manière liquider, et les liquidations s'arrêtent sur le retest, donc on va avoir les liquidations des retardataires. Tout ça, mis bout à bout, vous donne la psychologie de la figure. Ici, on peut voir également, et c'est pour ça qu'aussi c'est intéressant, vous voyez que même en volume profile, là, c'est relativement intéressant à regarder. Finalement, s'il y a breakout, on sera également sur un POC, un point de contrôle, c'est-à-dire un endroit où il y a eu, autour de cette résistance, beaucoup de positions qui sont rentrées, que ce soit là où on est sur les perps, mais on verra la même chose probablement sur le spot. Globalement, vous voyez que si je dézoome un petit peu, dans ce range, entre 40 et 44, là, ici, d'accord, j'ai également la majeure partie, finalement, et ça se voit, puisque ça, c'est une déviation, et ça également, ça en est une, la majeure partie du business s'est faite, bien évidemment, dans cette zone. Si jamais on essaye d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis, et ça, je l'ai montré également dans la vidéo du jour, finalement, on est typiquement tout pile sur le POC, le point de contrôle sur lequel j'ai le plus de shorts et de longs qui sont rentrés tout simplement sur ce mouvement-là. Donc je sais ici que si on arrive à casser, l'inversion de polarité, elle doit se faire effectivement si on revient à retester le POC.
Et là, il doit y avoir mon inversion de polarité et ma cassure de structure. Globalement, là où c'est intéressant ici, bon, c'est qu'on a quand même une belle amplitude sur cette ETE, à savoir, je pense que globalement on est sur un retour au top ici. Donc il y a une belle amplitude, donc ça va être important pour nous soit de choisir une direction en amont, c'est-à-dire éventuellement se dire bon ok, on est à mon avis sur un SFP, donc je vais prendre le short. C'est là que iBlock, toutes ces choses-là rentrent en compte, de me dire à partir du moment où je vais prendre la liquidité au-dessus de ça, j'enclenche une cascade de liquidation bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a du monde, il y a des stops qui vont être pris, etc. Un stop shorter, quand il est pris, c'est un acte d'achat, donc ça aide le prix à monter, ça vous le savez, hein, enfin en tout cas j'espère. Et des liquidations de shorter également, et ben ça c'est un achat market. Vous le savez aussi, puisque quand je short, je vais vendre à découvert, je vais vendre avant d'avoir acheté, je vais emprunter un BTC que je vais vendre, et au moment où je clôture ma position, je vais retourner pour acheter ce BTC et le rendre à la personne à qui je l'ai emprunté, à savoir l'exchange. Ça c'est notamment bien sûr pour tout ce qui est vente à découvert. Vente à découvert, bah, c'est bien évidemment à la fin j'empoche la différence en dollars, puisque j'ai vendu quelque chose avant de l'avoir acheté, et bien je suis sur une position short typiquement, c'est-à-dire j'empoche la différence de la baisse en dollars, puisque on va dire que j'estime que le prix des tables va diminuer, pardon. J'emprunte une table à quelqu'un, je la vends tout de suite, et puis j'attends que le prix des tables finalement baisse, et derrière je vais racheter une autre table que je vais donner à la personne à qui j'avais emprunté une table. C'est ça, vendre à découvert, c'est ça, shorter un marché. Donc en l'occurrence ici, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on n'est pas très loin pour l'instant de peut-être ce breakout. Comment je considère ce breakout, et ça va dans la lignée de la discussion que je vous avais faite sur mon système de trading. Si je fais ici je vais prendre, on va dire, cette résistance. Moi, dans mon système de trading, je dois casser quelque chose dans une time frame, c'est-à-dire ici vous voyez on a une belle résistance daily et là on a une belle résistance 4 heures. Je considérais qu'on est sur plus qu'une prise de liquidité, un vrai mouvement d'achat tout simplement si on casse effectivement ces niveaux-là. On va zoomer un petit peu et puis derrière ça sera plus ou moins la fin de cette vidéo, mais on va zoomer un petit peu ici sur les petites time frames et essayer d'aller voir quels peuvent être les endroits où effectivement le prix rejette. Alors déjà, il y a une première chose qui est un niveau, somme toute, intéressant, oui. Je vais prendre ici, tout simplement, le plus haut. Alors là où ça a le plus d'intérêt, moi j'ai mis un 15 minutes ici, je pense que c'est le bon endroit, voilà, pour moi. Et je vais dire, on aura sorti tous les shorts en x100 sur tous ces niveaux-là, à partir du moment où on aura revisité, là en l'occurrence il s'agit des 43,6. Donc ça c'est un endroit déjà où ça m'intéresse, c'est là que je vous ai mis la petite borne blanche ici. Derrière on aura sorti à peu près à 1,50, puisqu'il y a des frais de maintenance de marge et toutes ces choses-là, tous les fois 50. Globalement on est sur le niveau daily supérieur, donc on va juste le prendre. Et là pour le coup on serait autour des 44,3. Derrière je vais évidemment aller voir la weekly sur iBlock. Si j'avais du trader de position depuis une semaine, et là excusez-moi je suis sur la 1 mois, la weekly, moi personnellement je prends que les L1, L2, L3, je prends pas L4 et L5 parce que je trouve que c'est mieux comme ça. Et là vous voyez que ça me dit 45, il y a un petit point éventuellement à 44 100, mais globalement ça irait plus haut que ce que je vous ai montré là, à savoir ces points là. Ensuite je vais essayer d'aller voir en time frame 5 minutes, où est-ce que se trouve l'endroit précédent où on avait rejeté. Et là vous voyez qu'on a une belle consolidation, c'était ce petit flag ici, on a une belle consolidation finalement autour des 43,9, 44. Donc ça c'est globalement, ça, vous voyez que si on liquidait les x100 au-dessus du plus haut local, ça me donnerait une jolie convergence avec ce niveau des 43 939, donc 44 globalement. Ensuite, si je descends un petit peu, on va ici aller voir dans le 5 minutes. Donc si je cherche ici vraiment des endroits qui pourraient rejeter, vous voyez que dans la structure précédente, j'avais un niveau 1 minute ici qui est intéressant, 44 pour un rejet. J'ai un autre niveau ici à 44 781 qui serait également un niveau intéressant pour un rejet. Et après derrière j'ai la clôture totale de l'imbalance, on va dire le point pivot que je vous avais mis là, 45,8.
Donc ça me donne quand même des amplitudes assez importantes, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas ici... voilà, pour moi, le plus intéressant, je trouve en tout cas, c'est celui-là. C'est-à-dire, par 3 fois, il y a des grosses positions qui sont rentrées là et qui ont dit non, le prix ne passera pas ce point-là. Si jamais on le passe, ben on les liquide. Là, pour le coup, on a, pour moi, une figure chartiste, l'épaule tête-épaule inversée, probablement. Et en tout cas, voilà, dans les petites time frames, si je voulais venir shorter ce mouvement-là, si je préparais un short en amont, je considérerais que dans cette zone-là, 44 000, un peu moins, un peu en dessous, on serait déjà sur une zone intéressante parce que il m'a déjà montré un rejet 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai potentiellement ici des grosses mains, excusez-moi. Hop, désolé. J'ai potentiellement des grosses mains qui avaient effectivement joué quelque chose là ici. Si jamais on allait plus haut, on va dire que sur cette structure en descente ici, tout est à peu près bon à prendre. Voilà, on va dire ici que, voilà, pour moi le plus intéressant c'est 43,9 en price action. Vous voyez que ça colle pas bien avec la liquidité. La liquidité, elle nous dirait plutôt 44,6. Ce point-là. Si jamais on venait à sortir tout le monde hein, sur la One Week, ce qui arrive parfois, et c'est relativement intéressant aussi. Donc qu'est-ce que je fais à partir de là? Est-ce que j'ouvre une position que je qualifierais de non professionnelle ici? Quand je dis non professionnelle, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la prendre. Quand je dis non professionnelle, ça veut dire petite taille de position. Un peu plus pro ici et relativement pro quand même ici. Ensuite, on peut essayer d'aller trouver des points en termes de volume. Vous voyez qu'ici, par le passé, et c'était également 44 était également la borne haute du range précédent, donc c'est quand même un niveau qui a déjà montré quelque chose. Et puis vous le voyez ici sur le rouge en tout cas, finalement ligne de coup d'un potentiel double top hein, qui se trouverait à peu près par ici. Donc ça m'intéresse aussi. Et après dans les plus hauts niveaux c'est 47, 48, donc là on est vraiment sur le breakout. Pour moi voilà, on les met de côté pour le moment. L'idée d'abord, la première idée c'est un SFP, donc une prise de liquidité au-dessus du niveau pour venir chercher quelque chose mais ne pas imprimer la figure chartiste, donc plutôt du short. Et l'idée suivante c'est si jamais par contre on casse etc et que tout ça va au-dessus, à ce moment là on pourra changer de biais et éventuellement prendre une position plutôt vers le haut. Donc le biais doit changer au moment où on clôture finalement soit la daily ici etc et après derrière on évaluera dans la structure, si la structure par exemple nous donne ça, d'accord, on essaiera ici d'aller évaluer une consolidation sur cette montée là, si on change de biais hein, je parle si on passe ici bien entendu longue du coup, et quel pourra être sans insulter la hausse ici, l'endroit éventuellement où j'aurai à la fois une conjonction entre un niveau, une consolidation précédente, quelque chose qui s'est fait là, et en même temps une trend par exemple éventuellement. Donc sans insulter la structure, je vais essayer de rentrer sur le higher low, et là j'aurai changé mon biais, mais je ne rentrerai pas là. J'essaierai de rentrer bien évidemment à l'endroit le plus crapuleux possible, à l'endroit le plus avare possible. L'endroit le plus avare possible, sans insulter la structure, vous comprenez que c'est même un double bottom ici, d'accord? Si j'ai pas de beau niveau là, je vais dire bah non, en fait je pense qu'on va cueillir tout ce qui s'est passé. Là j'ai un manque de volume profile, ça s'est fait par exemple sur une prise de liquidité très rapide, donc j'estime qu'on aura peut-être même à faire un double bottom, admettons, qui lui sera... quand un double bottom ici comme ceci, il est larvé, on va le dessiner mieux, mais plutôt comme ceci, là, il est larvé, c'est pas excellentissime, mais ça veut dire aussi qu'on est quand même dans une tendance haussière, et donc ça nous donne des confirmations, et le vrai superbe double bottom, c'est celui où on vient à peine chercher finalement la liquidité longue en dessous, et là on l'appellera double bottom optimisé. Mais donc en dessous de ce niveau-là, c'est le niveau le plus avare, sur la trend, on va dire, c'est le niveau le moins pro, et là pareil, ça doit vous donner effectivement des informations sur la taille de position que vous pourriez risquer, plus ou moins sur tel ou tel scénario, une fois que votre biais a switché d'une figure chartiste et donc d'un directionnel assez fort à la hausse, à savoir revenir casser le top, hein, là en l'occurrence quand on regarde la target, ou tout simplement d'une prise de liquidité au-delà de ce niveau, et donc du coup une espèce de fausse épaule, tête-épaule, dont on sortirait finalement par le bas. Ou alors, même, hein, et vous le voyez là aussi, ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant à jouer, ou alors qui ne serait pas tout à fait imprimé, donc on viendrait attaquer quelque chose dans cette jambe-là, globalement, hein, là, ici. Sans vouloir vraiment, et là pour le coup c'est votre prise de profit, et c'est pareil, on va dire que sur le dérisking de la position, vous avez un petit peu la même chose, qui vous dit, bon, par exemple là la tendance de fond, on va dire, elle est haussière,
tendance de fond est haussière, donc du coup je vais pas trop aller jouer à aller chercher, enfin moi personnellement en tout cas, un TP max sur 32. Je vais plutôt ici aller jouer un TP ici, un TP là, et puis ensuite un TP à 36 et un TP à 32 par exemple. Voilà un peu l'idée. Je trouve que ça va bien dans le sens des deux vidéos qu'on a faites dernièrement, à savoir quand faire la distinction entre chartisme et liquidité, c'est-à-dire trading trading directionnel en chartisme et trading de liquidité. D'une certaine manière, là, vous voyez que en essayant d'imprimer d'ailleurs cette épaule, tête-épaule inversée, donc de venir prendre ce top, on n'insulte pas la structure weekly, on n'insulte pas, en fait on insulte la structure daily qui pour le coup, elle nous a dit qu'elle était passée baissière là-dedans. Par contre ici on a eu notre petit BOS qui peut effectivement nous dire, bah ça y est, on repart dans un autre directionnel. Si jamais on n'avait pas eu ce BOS ici, on serait resté sous le support aurait été d'autant plus puissant. Il y a un tout petit truc gênant ici, rapport à la résistance, pardon. Rapport à un SFP, c'est que on a déjà pris la liquidité qui finalement était là. Si on avait eu une TE qui avait été un petit peu en pente comme ceci, très légèrement, hein, je parle pas ici d'une grosse pente, mais comme ceci, bah à ce moment-là, on serait sur un SFP encore plus intéressant. Là, vous comprenez que si on vient faire ce SFP-là, globalement, on sort du monde qui n'est en position que depuis le 30 janvier, enfin, on sort aussi du monde de derrière, mais on va dire si le stop ici était positionné par là, à ce moment-là, on est sur une prise de SFP qui serait moins puissante, on va dire, que si on avait été très largement en pente douce là-dessus. Voilà un peu l'idée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est vraiment ici sur... pour moi, c'est très important de capter que vous n'êtes pas juste en train de dire j'ai une charte, j'ai... que ça soit de la liquidité ou pas, ou ceci, cela, c'est important de capter la psychologie, comment les choses se passent. Quand vous regardez une charte, vous devez lui apporter une dimension, être un vrai psychologue, et finalement un petit peu sentir le cucu du marché comme ça, en vous disant, est-ce que c'est de la liquidité? Est-ce qu'on va juste aller prendre de la liquidité et finalement les grosses mains qui sont en levier vont venir derrière dégonder le prix vers le bas? Est-ce qu'on continue cette distribution finalement? Ou alors, est-ce que je suis sur autre chose? C'est-à-dire, est-ce que le prix est en train de me dire que le directionnel est en train de passer de toute façon, quoi qu'il arrive, à la hausse, et qu'effectivement on viendra soit chercher quelque chose là-dedans, soit venir casser le top. Je dirais qu'à ce stade-là, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus important nécessairement dans la charte. Même si vous jouez ici un directionnel pour simplement aller chercher encore une fois le point pivot, un petit peu tout ce qui s'est passé là-dedans, c'est pas insultant d'avoir un runner qui vient chercher ça, et éventuellement bien sûr quelque chose qui vient chercher encore plus haut. Donc voilà, on est au point ici où, on va dire, dans des points charnières, mais je trouvais ça intéressant de vous faire part, voilà, de cette importance de comprendre la psychologie que vous apporte la charte. Finalement, vous êtes sur un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme. Est-ce que le cœur du prix, du sentiment sur le marché bat vite? Est-ce que son activité neuronale est au maximum ou pas? Et puis où est-ce qu'on va grâce à ça? Est-ce que le prix va plutôt me donner quelque chose qui partirait en haut ou quelque chose qui partirait en bas? Donc voilà, je trouve ça excessivement intéressant. En tout cas, personnellement, pour le moment, mon directionnel aurait plutôt envie d'être short, même sans SFP, hein, j'ai envie de dire, venir en tout cas à minima rechercher ça, c'est parce que c'est mon biais, c'est la position dans laquelle je suis déjà positionné, donc j'ai pas vocation ici à changer mon fusil d'épaule ou quoi que ce soit. Maintenant, vous voyez que je reste pas dans un biais totalement fixé. Venir ici tenter un short, pour moi j'attendrai quand même au moins qu'on temporise sur le niveau, si je suis devant à ce moment-là devant les prix bien sûr, et de voir un petit peu ce que ça dit de ce côté-là, venir un petit peu plus haut également, enfin voilà, on attendra quand même une petite structure en 5 minutes, 15 minutes, quelque chose qui vient nous dire que ouais, c'est peut-être en train de se retourner sur cette zone-là. Donc pour le moment, moi, sentiment privilégié, c'est qu'on passera pas le POC et qu'on va venir ressourcer sous la petite structure qui est là. Maintenant, vous le voyez, cette trend tient très bien. Pour le moment, on est potentiellement en train de casser celle-ci. Donc du coup, possibilité d'une latéralisation. Donc deuxième sentiment privilégié, c'est peut-être prendre un petit peu de liquidité au-dessus de ça, mais sans réellement casser l'épaule tête-épaule, en tout cas avoir plutôt un SFP justement. Et troisième possibilité, et d'ailleurs, pourquoi ça ? Parce que déjà, ça a bien défendu là. On voit les mèches de défense là qui sont plutôt propres en 4 heures. Donc
d'une certaine manière, oui, on est venu cueillir les contrats qui étaient au-dessus, hein, là, et on change la structure, oui, mais je trouve que les mèches de défense sont plutôt jolies, encore qu'on a aussi des jolies mèches de défense là-dessus. Donc aucun problème de ce côté-là. Mais voilà, j'aurais quand même plutôt tendance à privilégier de la baisse en ce moment, ou en tout cas que ce triangle se finisse en latéralisation. Voilà, ce serait plutôt ça l'idée de base. Donc que ceux qui ont défendu là-dedans reviennent défendre également, bien sûr, au-dessus leur liquidation propre. Et là encore, on parle de psychologie. Vous le voyez ici, ça veut dire que ceux qui ont ici, bon, ils ont peut-être pris un petit peu de profit, mais ici, comme on défend ici à la hausse, et ben derrière, c'est peut-être les mêmes que ceux qui ont défendu là, qui sont également venus défendre ici. Ici, il y a eu probablement de la prise de profit. Derrière, le prix se remet. On vient chercher ceux qui ne sont pas capables d'avoir l'argent pour défendre, mais il y a une forme de défense quand même là-dedans. Et ici, en ce moment, on viendrait peut-être chercher ceux qui ne sont à nouveau pas capables de défendre, mais ceux qui ont l'argent pour défendre nous donneraient une nouvelle position de défense dans cette zone-là. Si jamais, par contre, on voit que ça casse, on change tout de suite de biais, c'est-à-dire ici une daily au-dessus de ce niveau-là ou une 4 heures au-delà de ce niveau-là, et c'est instantané, on change de biais. J'aurais même tendance à dire ici que ce qui va préacter, ce qui va vraiment nous donner un signal beaucoup plus rapide, c'est passer 15 minutes au-dessus de ce niveau-là. Déjà, on va dire, si on commence à passer ici 15 minutes au-delà de ce niveau-là, il faudra commencer à se poser la question, est-ce qu'on va pas finalement aller attaquer tous les niveaux, tout ça, etc. À partir du moment où on passe, vous le voyez ici, on n'a jamais passé 15 minutes en ouverture-clôture au-delà de ce niveau. Enfin non, là vous le voyez pas parce que je suis pas en 15 minutes, je suis en 4 heures, mais ici en 15 minutes. Donc ça, on va dire que c'est mon premier signal de dire, oula, attention, ça pue. Vous le voyez ici, on pourrait peut-être même le descendre un tout petit peu, on va voir. On pourrait le descendre un tout petit peu, mais vous voyez qu'il y a cette petite bougie là qui va nous gêner si jamais on l'envoie un petit peu plus bas. Donc en fait, il est plutôt bien placé. Plutôt bien placé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Là voilà, c'était un tuto psychologie d'un retest, je pense qu'on va l'appeler comme ça, ou quelque chose dans le genre. Je pense qu'on en fera beaucoup. Sur finalement la connexion psychologique entre ce qui se passe sur la charte et ce qui se passe dans la tête des gens. Je pense que c'est ça qu'il faut intégrer. Pourquoi ça? Parce que si vous comprenez la psychologie, je pense que vous pourrez comprendre la suite. Voilà, d'une certaine manière, pour moi, ça se rapporte à ça. Et la temporalité. Voilà, dans la psychologie, ici, on dit, si le prix vient à péter, faire sa cascade de liquidation, venir chercher un petit peu tout ce qu'il se passe au-dessus en termes de short, mais se retourne très violemment vers le bas, ça nous donnera aussi cette psychologie, cette idée que à chaque fois qu'on est revenu dans ces zones à peu près là, ceux qui avaient des positions longues à venir vendre, à savoir ceux qui vendent l'ETF, l'approbation tout simplement, on continuait à le faire, c'était leur zone. Et ceux qui veulent ouvrir du short supplémentaire, on continue à le faire également, on continue à défendre finalement ce qu'il se passait là-dedans. Mais également ceux qui ont, je sais pas si on est au plus bas là, mais non je vois pas, oui du coup, pardon, il y avait la caméra devant. Ceux qui ont longué là-dedans, ils sont pas tellement confiants, il y a un manque de confiance et du coup ils sont en train de distribuer également là-dedans. Donc c'est là que les shorts, les vendeurs au spot, enfin voilà, c'est à peu près la même chose de toute façon, peuvent éventuellement vous sortir une psychologie de ce qu'il se passe. Je le répète, le prix n'est qu'une conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. À partir du moment où le marché a le sentiment que Bitcoin est à un bon prix et qu'il y a la conviction que sur les 50K, Bitcoin restera à un bon prix, et là vous avez aussi bien sûr la temporalité plus importante, on va dire, de ceux qui vont acheter du Bitcoin et le garder pendant 5-10 ans, et de ceux qui vont acheter du Bitcoin pour le trader. Donc c'est aussi deux choses là qui en ce moment se font face, et à partir du moment où vous avez la psychologie dans la chart, vous avez finalement une bonne partie des réponses que vous attendiez. Notamment, est-ce que quelqu'un veut encore ici en ce moment acheter du Bitcoin à 40 000 $, ou est-ce que tout le monde attend plus bas? Si jamais tout le monde attend plus bas, ça veut dire qu'on ira plus bas, parce que là on n'a plus d'acheteurs. Et également, est-ce que ceux qui sont rentrés finalement à peu près dans ces zones-là, sur les 32, c'est là qu'on a été extrêmement longués, vont distribuer jusqu'à 32, ou est-ce qu'ils vont réussir à avoir une structure de distribution qui soit plus intéressante, jusqu'à finalement nous donner un bottom qui soit moins bas que 32, donc ne pas venir fil ceux qui attendent les 36, ceux qui attendent les 32, etc.
Donc voilà, c'est un peu l'idée ici. Et encore une fois, n'essayez pas de voir une entourloupe à chaque fois ou de la manipulation ou toutes ces choses-là. Essayez plutôt d'appréhender le marché en fonction de sa psychologie. Et à partir du moment où vous avez une info, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, l'intégrer dans votre idée d'une psychologie de marché. Je le répète, on ne regarde que du sentiment. Ici, puisque le fondamental c'est le sentiment des masses, le prix c'est la conviction le sentiment qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande et que on va dire Bitcoin ou un autre asset est finalement sous-évalué, surévalué à un bon prix, etc. Et puis, bien évidemment, les liquidations qui sont aussi, je suis plutôt shorter, je suis plutôt longeur, quel est le sentiment, je vais plutôt prendre du profit ici parce que je n'y crois pas, etc. Toutes ces choses-là qui finalement vous donnent également une information de sentiment. Donc vous êtes des psychologues en puissance, vous avez des outils, c'est un petit peu comme des cartes météo, c'est pour ça que j'aime bien cette expression de points météo, parce que vous avez des cartes satellites. La question c'est de savoir les lire un peu correctement, et en tout cas après de prendre une décision, de dire bon il y a tant de chances que demain il fasse beau, donc je vais plutôt m'habiller en fonction, ou alors voilà. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.